Bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être venus par cette pluie. Alors, on va commencer en fait cette deuxième édition de la Crowd conférence. Vous avez pu trouver sur vos sièges des petits magazines intitulés Crowd. En fait, on a initié un cycle de conférences sur les sujets qui regardent à la fois la musique, l'écologie, l'économie un peu autrement. Donc ce soir, on va s'intéresser au sujet du musicien. Est-il la nouvelle figure de l'entrepreneur? L'idée, c'est un peu de se dire, on est à 20 ans à peu près après, Claire, tu m'infirmeras, mais on est à peu près 20 ans après les Casa, Napster, les plateformes de téléchargement peer-to-peer. On doit être à facile bien 10 ans après Spotify, Deezer. Le home studio, on pourrait penser qu'avec entre le home studio, le financement participatif, les plateformes de distribution digitale, il n'a jamais été aussi facile, on va s'interroger évidemment, de se lancer en tant qu'artiste, en tant que musicien. On a 4 merveilleux invités pour en discuter. Alors je vais commencer par la gauche. Claire Giraudin, vous êtes directrice de la SACEM Université. La SACEM Université. On a également Arthur Dubreux. Ton nom de scène, c'est Quasi-Lambiste. Alors, j'ai lu sur les Inrocks que ce serait de la pop érotique. T'infirmeras. On a également la merveilleuse Barbara Carlotti, dont la voix chaude, dont on pourra retrouver à nouveau la belle voix dans ton prochain album qui devrait sortir, Magnétique, début mars. Début mars, mi-mars, c'est ça. Et Jean-Benoît Dunkel, tout aussi merveilleux, moitié du duo emblématique R, et pareil, sous le pseudo de JB Dunkel, ouais, qui est assez proche. Tu vas sortir H+, en mars prochain, qui devrait s'intéresser au futur. Je t'invite à prendre... Le sujet de mon album, le sujet sous-jacent, c'est le transhumanisme. Mais un transhumanisme pas glauque ou dark ou inquiétant ou apocalyptique, mais plutôt romantique et apaisé. Eh ben, on va partir tout de suite. On va embrayer tout de suite sur la question. La première question qui avait été posée en introduction, que j'ai posée volontairement de manière provocatrice. Est-ce que ça n'a jamais été aussi facile de se lancer en tant que musicien? Qu'est-ce que vous en pensez tous les 4? Entre le home studio, le streaming... Le problème, c'est que je me suis lancé il y a longtemps. il y a 20 ans, donc... Mais en même temps, j'ai des projets aussi solo, des projets qui sont alternatifs que je lance tout seul. Donc, je pense que ça dépend vraiment du style de musique, ça dépend dans quel pays, où on en est financièrement, quels sont ses contacts. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais bon, je pense que ce qui est génial en ce moment, c'est évidemment le succès de Spotify, de iTunes et de ces genres de plateformes qui, c'est vrai, quand on trouve le filon et le moyen, on peut mettre sa musique là et avoir vraiment beaucoup de streaming en faisant une communication bien ciblée sur Internet, en étant adroit et intelligent. C'est vrai que c'est une chance incroyable de sa chambre de pouvoir vraiment lancer son album. C'est sûr, mais après... Enfin, ça paraît facile, mais il faut déjà fabriquer le support, fabriquer la musique, fabriquer l'image. Et ça, généralement, les gens pensent que c'est sans coût, que c'est gratuit ou que c'est facile. Et non, généralement, il peut y avoir un coût important. Et dès qu'on essaye de faire de la vidéo ou des images ou des photos travaillées, ben forcément, il y a des coûts de studio, il
il y a des intervenants différents, donc il y a toute une organisation et très vite, en fait, ça peut monter très vite. Voilà, ça peut être très cher, donc voilà. Donc, une autre réaction, Barbara ou Arthur? Non, ouais, par rapport à ça, je pense que c'est effectivement plus facile qu'avant de proposer un morceau. Avant, il fallait quand même passer par des intermédiaires directement. Là, on peut le mettre sur Internet. Mais en même temps, comme tout le monde peut le faire, automatiquement, il faut se démarquer. Et donc, ça reste tout aussi compliqué qu'avant, je pense, de réussir à proposer quelque chose qui fasse la différence. Barbara, peut-être sur le sujet. Est-ce qu'il y a 20 ans, si tu avais eu tous les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, ça aurait été plus facile pour toi de te lancer? Est-ce que tu penses... en fait, j'ai commencé en faisant une souscription auprès de gens que je connaissais pour faire déjà mon premier mini-album, enfin mon premier EP, en fait, qui a ensuite été pris en distribution. Donc... j'étais une grande précurseur du financement participatif. Non, mais du coup, voilà, c'était un financement participatif du même genre, sauf que après, voilà, c'était aussi, c'était vraiment le début d'Internet et du coup, c'était, je suis pas vraiment passée par là, mais en tout cas, j'ai fait comme ça. Je pense que les outils aujourd'hui sont effectivement plus faciles à utiliser. Après, c'est vrai que, comme Arthur disait et comme Jean-Benoît disait, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire et la production, effectivement, a un coût. Elle est réduite aujourd'hui, mais en même temps, je pense que, en tout cas, moi, je trouve que c'est pour avoir fait récemment un crowdfunding, je trouve que c'est beaucoup de travail, en fait, de le faire professionnellement. C'est-à-dire, effectivement, ça dépend à quelle échelle on commence les choses, mais effectivement, il y a des stades, quoi. Donc, ouais, il y a plus d'outils. Après, il faut savoir s'en servir et surtout, il faut monter des structures autour pour pouvoir s'en servir de manière pérenne. Et je pense que la difficulté, aujourd'hui, elle est plus là, en fait, pour l'artiste, c'est-à-dire de prendre en charge la compréhension déjà de ce que c'est que voilà d'être indépendant, en fait. En fait, pour moi, c'est plus là que se joue la différence. Mais voilà, après, c'est pareil, il y a des échelles, en fait. On peut avoir une association, on peut avoir une maison de production, enfin, on peut monter une maison de production. On peut ne pas être indépendant surtout. Enfin, après, c'est vraiment dans le détail de ce qu'on fait enfin, voilà, qu'on va déterminer un peu sa place et comment on utilise tous ces outils, en fait. Donc au final, ce que tu dis, c'est que le parcours de l'artiste se complexifie quelque part entre les différents statuts à obtenir. Je pense que surtout, il y a une plus grande conscience du modèle économique dans lequel on est et de comment on s'intègre à ça, en fait. C'est plus ça, j'ai l'impression que... Mais je pense que la société est un peu comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire on nous demande d'être plus responsable, en fait, et du coup de comprendre des mécaniques qui avant, enfin en tout cas moi, jusqu'à ce que je me mette à faire ma boîte de production pour faire mon disque, il y avait plein de choses qui m'échappaient parce que j'étais en contrat d'artiste dans des labels et que du coup il y avait des volets de choses que je ne comprenais, enfin que voilà, j'étais pas obligée de comprendre puisqu'on s'en chargeait pour moi, quoi. Donc moi je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il y a une sorte de vraiment de prise de conscience beaucoup plus importante et du coup un peu de travail un peu supplémentaire à fournir en tant qu'artiste. En fait, on fait pas juste de la musique, on fait aussi plein d'autres choses autour. Et puis comme tu disais, il y a aussi toute l'image, les vidéos, etc. Il y a tout un champ de choses autour qu'on est obligé aussi de prendre en charge en plus de ça, quoi. Claire, de ce que vous observez à la SACEM, je crois vous l'évoquiez, je l'évoquais juste avant. Est-ce que tu as pu ressentir en fait un essor du côté des aspirants musiciens? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a constaté que malgré la crise du disque, donc des labels qui est installée depuis maintenant une quinzaine d'années,
On n'a pas vu le nombre d'aspirants créateurs diminuer. Je disais tout à l'heure, quand on parlait ensemble, que chaque année à la SACEM, il y a 4000 nouvelles personnes qui s'inscrivent pour être auteurs, compositeurs ou éditeurs. Ça fait 11-12 personnes par jour, en gros, en comptant les dimanches. Ce qui est énorme. On a maintenant plus de 160 000 membres. C'est des chiffres qui sont exceptionnels. Il y a une vingtaine d'années, il y avait 60 000 personnes inscrites à la SACEM, mais ça ne bougeait pas. C'était à peu près ça, de manière stable, pendant des années et des années. Donc effectivement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Et l'indépendance, ça a été bien dit par les trois artistes et créateurs ici présents, c'est un sujet à la fois d'investissement, c'est-à-dire qu'on demande à un artiste ou une artiste d'être aussi un gestionnaire, quelqu'un qui fait du marketing. Ça pose question quand même, parce qu'un artiste, il faut qu'il ait le temps pour créer, ce que Jean-Benoît disait tout à l'heure. Tu parlais très justement des coûts de production, si on veut faire de la vidéo et tout, mais pour moi, la création artistique, c'est d'abord le temps que vous passez toutes et tous avec vos idées, votre esprit, votre créativité, pour que de votre tête sorte quelque chose qui va être une œuvre. Et ce temps-là, il est incompressible. D'abord, on ne sait pas combien de temps ça prend de créer. Picasso, quand on lui demandait combien de temps vous avez mis pour peindre ce tableau, il disait 2 heures et toute une vie. Parce qu'il y a effectivement le moment où on crée, où ça sort, si je puis dire, mais il y a aussi tout le passé derrière, tout ce qu'on amène avec toi, tout ce qu'on porte en soi. Et ce temps-là, il n'est pas payé. C'est de l'investissement, pas à perte, mais c'est vraiment pas payé, quoi. Quand on est créateur, on est là, hop, on crée, et il n'y a personne qui vous donne de l'argent. L'argent de vos droits, il va venir bien après. Si vous avez réussi à sortir votre création, si elle a été diffusée, si vos droits ont été collectés et répartis. Mais il faut imaginer qu'un créateur ou une créatrice, il peut commencer à travailler sur une œuvre, une chanson, et voir aboutir quelque chose 2 ans après, parfois 3 ans après, parfois jamais. Donc ce temps-là, c'est vraiment un temps, je pense, dont on ne parle pas suffisamment. Et devoir en plus y ajouter de la gestion, du marketing, etc., je pense que c'est compliqué. Enfin, je ne suis pas créatrice, mais j'imagine que ça peut l'être, quoi. Peut-être une réaction sur ce temps de production un peu plus long. En fait, je pense qu'il faut pas. Enfin, moi, j'ai jamais raisonné de cette manière-là. Mais ce que tu dis est très vrai, mais si on raisonne comme ça, on peut pas s'en sortir parce que non, c'est vrai, on fait plus rien parce que je pense déjà la base de la création, finalement, c'est. Je crois que la motivation première, c'est l'ennui quelque part. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, c'est en fait on divague. Enfin, moi je sais que en fait j'ai 2 types de travaux. En fait, c'est-à-dire que j'ai un travail hygiénique. Ce que j'appelle hygiénique, c'est-à-dire en fait je vais regarder des films, je vais faire beaucoup de piano, je vais déchiffrer des œuvres. Et en fait c'est un travail de compréhension de la musique, en fait, mais pas pour moi, mais en général. Et après, dans ce travail-là, il y a des bugs, c'est-à-dire que je perds du temps ou je rêvasse. Où j'improvise, et là, c'est là où un morceau va apparaître. Donc après ça, il va se passer un deuxième travail de production qui, là, en fait, est vraiment... qui peut être très long, je sais pas, un morceau, ça peut se développer sur 3 ans. Et pour un morceau qui sort, il y en a, je sais pas, 3-4 qui vont être abandonnés. Et dans les morceaux abandonnés, il va y avoir des techniques qui vont être développées, qui vont s'appliquer à d'autres morceaux plus tard, 10 ans plus tard, ou même 15 ans plus tard. Il y a même des morceaux en fait, qu'on a élaborés quand on était jeune, mais on n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout parce que ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas trouvé la technique ou l'instrument qui fait que ça va marcher. Et puis très tard, je sais pas, 20 ans plus tard, on va trouver « Ah, voilà, ça y est, c'est ça qui manquait » et puis le puzzle est fini. Donc effectivement, ouais, c'est... la création, c'est quelque chose... Ouais, c'est un rêve qui devient réalité. Et puis c'est vrai que la rémunération, elle vient beaucoup plus tard, quoi, effectivement. Bon, après, pas quand on passe en concert, par exemple. Là, quand on fait des concerts, ça peut être assez immédiat. Et quand la machine est lancée, on peut y avoir des synchros ou des... voilà, en fait, c'est vraiment, comment dire, une espèce de roue, de roue économique qui se met
en marche. Et puis, une fois qu'elle est lancée, après, ça, justement, c'est ça qui est génial. Comment ça, tu veux dire qu'à partir du moment où tu commences à te produire en concert, là, tu commences à recevoir des deniers, les premiers deniers. Oui, parce que quand tu joues en concert, généralement, tu as un producteur de live. On appelle ça un tourneur. Et le tourneur, en fait, rémunère les artistes à la prestation. Donc, un concert égale un cachet, normalement, qui est payé relativement vite. Donc là, on est payé pour son travail. Hein. Voilà. Moi, je me pose vraiment la question encore une fois, par rapport au temps de production. Est-ce que tout ça, quelque part, toutes les tâches que peuvent être amenées en tant que musicien indépendant, on peut être amené à réaliser plein de tâches, vous l'avez dit, outre artistique. Est-ce que, quelque part, ça ne ralentit pas en fait, le temps de création, le temps de production à une heure où tout va très vite, on consomme la culture, on consomme la musique. Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Si, forcément, forcément ça ralentit énormément. Même c'est un travail quelque part un peu sale par rapport au travail de création. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de... c'est un vrai travail, quoi. Dans le mot travail, il y a le mot laborieux. Souffrance, laborieux, tout ça. Alors que finalement, peut-être que la musique, ce n'est pas un travail, c'est une fontaine en fait qui coule et qu'on capture, quoi. Mais le travail, il vient dans... Enfin, le mot travail, c'est voilà, il y a une souffrance, il y a un effort. Et donc, faire une tournée, contacter des gens, téléphoner, monter une société, remplir des papiers, aller sur Internet pour payer quelqu'un qui vous envoie une facture, tout ça, faire des dossiers, appeler son comptable, etc. Ça c'est le travail, quoi. mais enfin, moi, je pense à souvent... je crois que c'est Stark qui fait ça, en fait, qui est le designer. Dans sa société, il avait instauré, je ne sais pas s'il le fait encore, mais en fait, le matin, c'était... personne ne prenait personne au téléphone. Tout le monde faisait un travail de réflexion et de création. Et l'après-midi, en fait, il y avait... la société s'ouvrait au reste du monde. Et je pense qu'il faut se laisser des plages comme ça horaires où, justement, on est libre et on fait que, entre guillemets, de l'art. Et puis le travail, justement, il vient plus tard, quoi. Barbara ou Arthur, sur le sujet de temps de production plus long? En fait, le temps, il paraît... je trouve que tout ça, c'est une question d'argent, en fait. Ouais. C'est-à-dire, en fait, quand on a les moyens de produire ces trucs, on peut prendre le temps, et c'est vrai qu'on a moins le poids de ce travail-là qui est pénible, d'organisation, en fait, tout simplement, qui est pénible. Et effectivement, avoir une discipline pour diviser et garder un espace de création suffisamment grand pour pas avoir de frustration, c'est important. Mais je pense que quand on est pressé par l'idée de trouver une rémunération, si on n'en a pas assez, ou si on est un peu dans un creux et que c'est un moment où on n'a plus de projets qui justement peuvent engendrer quelque chose, là ça devient effectivement pénible et difficile à gérer, quoi. Après, le temps de création, on le prendra toujours. Enfin, je pense que ça fait tellement partie comme c'est le but ultime de nos existences d'artistes, on va forcément prendre ce temps. Surtout qu'on le prendra nécessairement pour faire au mieux ce qu'on a à faire, en fait, aller au bout de ses projets et pas le faire dans la précipitation, etc., quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des impératifs de rentabilité et de temps qui sont un peu plus pressants qu'effectivement il y a 20 ans, quoi. Donc, on va prononcer le mot. On a moins de temps pour la rêverie. On est quand même un peu plus pressé, quoi. Mais bon, après, c'est des choix. C'est-à-dire, je pense que, encore une fois, c'est pareil. On peut vivre un régime un peu moins important. Enfin, moi, j'ai fait ça un peu. Je peux en parler parce que j'ai fait ça un peu depuis 4 ans, justement, pour pouvoir. Fait ça récemment, ouais. Pour pouvoir faire cette transition de maison de disques à indépendance. Et ça n'a pas été du tout facile. Mais par contre, c'est vraiment des choix. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait, on décide juste de faire moins de choses et de faire plus et de plus travailler pour
pour soi, pour structurer les choses, etc., en sachant qu'après, on trouve un nouveau système de fonctionnement, en fait. Donc, faut juste renoncer à un certain nombre à une certaine aisance, disons, de consommation, mais on s'en fout, en fait. L'important, il n'est pas là. Enfin, je pense que l'important, il est plus dans le fait, effectivement, d'aller au bout de son projet, quoi. Arthur, peut-être. Non, mais je pense aussi que ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont bons pour être très polyvalents et justement gérer leur temps. Moi, je sais que je suis pas très bon à ça. Par exemple, les réseaux sociaux, ça m'angoisse énormément. Et donc, je suis obligé de travailler. Je me suis rapidement entouré de gens pour travailler les différents domaines parce que j'arrive très très mal à gérer mon temps, justement. Donc, ça dépend des gens, je pense. Il y a des gens qui savent le faire. Moi, je ne crée pas, donc je n'ai pas cette pression. Mais ce que je trouve justement intéressant aussi par rapport à l'utilisation d'Internet et puis à la question aussi de comment on fait exister un projet, comment on réussit à attirer des gens pour le financer, hein, donc vraiment la question du crowdfunding aussi. L'intérêt, c'est effectivement la désintermédiation, c'est-à-dire qu'on est passé du moment où vous êtes avec une maison de disques, vous avez forcément des gens qui vont juger de ce qui va ou va pas plaire au public. Donc il y a déjà un premier jugement a priori. Et puis il va y avoir aussi tout le poids que vous allez porter en ce moment c'est ça qui marche, donc il faut plutôt faire comme ça. Enfin, il y a aussi ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Travailler sans intermédiaire, c'est aussi une certaine liberté, mais c'est une liberté, comme vous venez de le dire, qui s'achète aussi en temps passé à faire autre chose. Voilà. Après, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, pareil ensemble, c'est que le grand intérêt du crowdfunding, c'est que ça permet de recréer des communautés autour des artistes. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves depuis quelques années. C'est des communautés à taille variable, mais je crois vraiment que les artistes sont plutôt des gens individualistes, qui ont besoin d'être seuls, j'imagine. En tout cas, on m'a toujours dit ça, donc j'espère qu'on ne m'a pas menti. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est pareil, vous notez que... Et la solitude, c'est un moteur, tu le disais, hein, la solitude, l'ennui, la divagation, je trouve que c'est vraiment... c'est extrêmement juste ce que tu dis là, mais partager, c'est aussi votre moteur. C'est ce que tu disais, Barbara, c'est qu'in fine, l'objectif, c'est l'œuvre et le public. Et donc, le crowdfunding, ça a ce côté vraiment positif de vous mettre directement en contact avec cette communauté. Une communauté qui a envie d'être là dès le départ, quoi, qui croit en vous dès le début. Et ça doit être assez excitant pour des artistes, j'imagine. Je pense que Quasi Lambiste, Arthur et Barbara Carlotti pourront nous en dire deux mots, puisque vous avez monté une campagne de crowdfunding tous les deux. Oui, deux fois. Une première qui était petite, de moins de 1 000 € au tout début pour le premier clip que j'avais fait. Donc ça s'adressait aux potes, parce que j'avais aucun public à ce moment-là. Mais c'était sympa parce que c'est vrai que ça permet de fédérer à un moment donné sur le projet. Les gens sont contents d'avoir participé, ça leur appartient un petit peu, donc ça c'est vachement sympa. Et la deuxième fois, c'était pendant qu'on participait au tremplin des Inrock Lab, et qu'on a eu un partenariat avec KissKissBankBank à ce moment-là, les 10 lauréats pour produire nos EP. Voilà. Et donc c'était super, ça aussi, c'était pareil. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné pendant la campagne? Tu avais déjà une communauté construite, bâtie Alors la première fois non, et du coup ça s'est vu parce que ça n'a pas été fou, quoi. Et la deuxième fois, il y avait un peu plus de dynamique à ce moment-là, donc voilà. Il faut aussi, je pense qu'en partant de rien, ou alors il faut vraiment proposer quelque chose de très sexy et avoir le talent de faire buzzer la campagne. Mais sinon, bon, il faut s'appuyer sur les gens qui suivent. Donc il faut la faire en fonction de la taille du projet à ce moment-là. Mais ça peut être... moi, j'étais très content de le faire les deux fois. Barbara, tu disais beaucoup de travail. Moi j'ai fait tout seul, mais surtout j'ai proposé beaucoup de choses en fait. Je pense que je mesurais pas à quel point... c'est vrai. Quand on propose des choses à chaque étape, en fait, donc j'ai proposé mon disque au départ, c'était pour produire mon disque.
Et en fait, j'ai proposé des tas de choses et j'ai fait des vidéos en fait à chaque étape du travail et je me rendais pas compte à quel point tout ça, en fait, ça m'a pris quand même un temps assez fou pour mettre en place un peu ce système que j'avais conçu. J'avais plein d'idées et en fait, je pense que j'en ai un peu trop exploité. Mais voilà. Parce que t'es parti de l'univers du rêve. Le sujet en fait, de ton album, tout mon album était autour des rêves et une sorte d'idée du magnétisme, enfin en tout cas. Et donc j'ai décliné cette idée avec plein de choses. Donc il y avait des affiches, il y avait des coussins, il y avait de la verveine. Il y avait des séances de Dream Machine, des concerts. Enfin voilà. En fait, mais parce que aussi je trouvais que faire le crowdfunding uniquement pour le disque. Je trouvais que c'était un peu restreint et surtout je voulais proposer pratiquement en fait le concept de l'album au public en tout cas le public qui me suivrait, qui puisse avoir accès en fait un peu au système de création que je proposais, aux références et à leur proposer plus qu'au final ce qu'ils auraient sur l'album. Je voulais qu'ils rentrent un peu dans cet univers du rêve que moi j'avais travaillé pendant quelques temps et sur lesquels j'avais trouvé des choses qui me paraissaient intéressantes. Et donc, je voulais leur faire partager ça, quoi. D'ailleurs, dans un podcast qui devrait sortir demain ou vendredi, je vous invite d'ailleurs à l'écouter, on a discuté avec Barbara de ces sujets. Donc, le podcast, il s'appelle Crowd, le podcast. On a fait encore une fois original. C'était le moment pub. Ouais, c'est ça. mais surtout... ce qui m'avait marqué du crowdfunding, tu disais ni prostitution, ni mendicité. Oui, voilà, il y avait aussi le problème quand on demande de l'argent directement au public qu'on a, c'est que en tout cas, moi, on m'a reproché ça dans mon entourage, c'est-à-dire, on m'a dit, en gros, en fait, ça se fait pas de demander de l'argent. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore des gens pour qui c'est un problème de passer directement. Il y a encore des gens qui ont besoin qu'il y ait une interface entre l'artiste et le public, et que ce soit un peu mystérieux même, je pense. Donc, moi, je m'étais dit que si je proposais quelque chose, il fallait effectivement qu'on aille, enfin voilà, parce que il y avait des crowdfunding où les personnes proposaient des coups de fil et je trouvais ça complètement crétin. En fait, je me disais c'est complètement délirant de faire payer en fait un coup de fil au public. Enfin, je trouvais ça assez aberrant. Je trouvais que c'était assez proche de la prostitution. Enfin voilà. Enfin, on peut discuter comme ça, mais on va pas faire payer ce genre d'accès. En fait, je trouvais que c'était étrange. Et puis voilà, et puis c'est pas non plus dire je vous propose juste ce que je pourrais vous proposer tout seul. C'était, enfin voilà, moi c'était ça aussi, c'était pas juste demander de l'argent, c'était dire je vous propose plus et du coup je vous ouvre les portes de la façon dont j'ai conçu l'album et c'était une manière en fait voilà de proposer pour moi le crowdfunding de manière acceptable. Aussi vis-à-vis de choses que je pensais moi par rapport au fait effectivement au stade où j'en suis. Encore une fois, c'est ça, c'est aussi, je pense que quand on débute, c'est pas du tout pareil que quand on a fait 4 albums ou 5 albums en fait et qu'on vient reproposer quelque chose avec un crowdfunding. Je pense que il y a des échelles en fait de fonctionnement qu'il faut aborder un peu différemment en fonction de là où on en est, quoi. Il y avait toute une polémique autour de JR et Agnès Varda. Et moi, je comprenais effectivement que ça puisse être choquant que des artistes d'un aussi haut niveau sollicitent les gens alors qu'ils pouvaient trouver des financements un peu différemment. Et voilà. Et je pense qu'effectivement, le crowdfunding, il a une place aussi à un endroit, enfin, selon moi, où il n'y a pas d'autre solution momentanément, et du coup, on va... Oui, c'est un tremplin, ou à la limite, ça peut être un... Mais, enfin voilà, il y a plein d'artistes qui sont pas en maison de disques ou qui se produisent aussi seuls parce que voilà, ils ont suffisamment aussi d'argent pour le faire et ils sont en indépendance totale et ils n'ont pas forcément besoin du crowdfunding. Et je pense que les gens, enfin le public fait quand même un peu la différence en fait là-dessus. Après, ça n'a rien à voir avec la qualité du travail qu'on propose, évidemment. Enfin après c'est juste une manière de trouver un financement comme un autre, quoi. Alors, pour en rester sur cette notion de
l'artiste, le musicien solitaire, que le numérique va sortir de sa solitude. Et ce qui m'a frappé dans vos parcours à tous les deux, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques années, vous tendez à devenir interdisciplinaire. Alors, Barbara, tu as travaillé avec Christophe Blain sur une BD musicale. Tu as également participé à énormément d'émissions de radio. Tu avais ta propre émission de radio sur Inter. Tu as développé ta machine à rêve. Jean-Benoît, tu as multiplié les duos. Tu as écrit des musiques pour des documentaires. Je ne sais pas si tu peux en parler. Mais est-ce que vous avez la sensation que le numérique vous pousse aussi à ça, à multiplier les projets, les disciplines? Dans mon cas, moi, j'ai fait des projets avec d'autres artistes, donc c'est resté vraiment musical. Et j'ai fait de la musique de film aussi. Ouais. Et donc, mais c'est quelque chose que je voulais faire dès le départ. Et non, le numérique n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment... Ça marche pas. En fait, j'ai trouvé un agent de film, parce que je voulais faire de la musique de film, et qui m'a proposé des choses à faire. Ou alors, on m'a appelé directement, et puis j'ai eu la chance de pouvoir en fait faire de la musique de film, et ça, c'est une activité qui me plaît beaucoup, quoi. Mais parce que j'ai la chance d'avoir, enfin, évidemment, moi, je pars pas de zéro, parce que j'ai un studio, donc du coup, j'ai pu investir dans mon studio, et puis faire cette musique-là, et voilà, et de projet en projet, rentrer dans une économie positive. D'ailleurs, ça devrait être le sujet plus ou moins de ton prochain album, l'économie positive, entre autres. J'ai cru. Ouais, enfin, c'est le sujet exact du prochain documentaire dont je fais la musique, qui est exactement, c'est le Capital du XXIe siècle. Donc du coup là, je vois des images et des économistes qui parlent de l'économie d'avant, du présent et du futur. Et donc c'est super intéressant. Et voilà, enfin, on peut en parler, mais je crois que c'est hors sujet. On va rapatrier le sujet. D'ailleurs, j'ai même pas commencé par cette question. Je voulais commencer par cette question. Est-ce que vous pensez... Alors, il y a différents exemples. Hein. Je pense à l'exemple de Jules ou Ibrahim. J'ai entendu que cet exemple était assez malheureux. Peut-être Jul, Ibrahim Malouf, qui d'autres, Antoine Guéna, Funky Flav, Giorgio. Il y a énormément de modèles de musiciens, d'artistes musiciens qui s'érigent en hommes d'affaires, en entrepreneurs. Est-ce que vous pensez tous les quatre que l'artiste doit commencer, le musicien doit commencer à penser en entrepreneur? Ou est-ce qu'il n'a pas toujours été quelque part? Oui, mais ça dépend aussi de son caractère, parce que je sais pas, il y a des musiciens qui commencent très jeunes et qui, dès le départ, en fait, trouvent un réseau, et puis ils ont un manager qui fait tout, et généralement il se fait arnaquer d'ailleurs, tôt ou tard. Donc non, enfin, c'est vrai que maintenant, on va dire en gros, oui, malheureusement, on doit être un homme d'affaires. On doit gérer ses droits, on doit en fait déjà décrypter comment marche le monde de la musique. Et c'est ça, en fait, je pense, le nerf de la guerre, c'est comprendre comment ça marche. Parce que au départ, quand on commence, moi, quand j'ai commencé, quand j'étais assez jeune, je ne savais pas ce que faisait une maison de disque, à quoi servait la SACEM, ce qu'était un éditeur, le monde du live aussi, de la musique, je ne savais pas comment ça marchait. Qu'est-ce qu'était un promoteur de live, un tourneur, et voilà. Donc en fait, j'ai appris sur le tas, et maintenant ça me semble plus évident, mais je sais que au départ, je comprenais strictement rien, quoi. Et dans mon parcours, nous on a eu de la chance parce que en fait, on a commencé à avoir des succès relativement tard, quoi. J'avais 27-28 ans, j'avais fait beaucoup d'études, tout ça, donc j'étais assez, comment dire, entre guillemets aware, hein. Je comprenais un peu, je comprenais un peu les choses, tout ça. Puis j'avais pas mal galéré aussi en musique, donc du coup j'avais une volonté de faire. Donc en plus il y avait mes amis et puis la scène musicale de l'époque où vraiment
qui était vraiment dans la libération justement des moyens de production. Donc chacun achetait ses machines, son sampler, ses synthés, et fabriquait sa musique chez lui. Et c'était vraiment l'âge d'or de l'home studio. Parce que je suis arrivé dans une époque, dans les années 2000, où c'était vraiment la première fois que les musiciens avaient leurs moyens de production chez eux, et ça les a libérés. Je pense qu'en 2010, maintenant, on est plus dans les moyens de diffusion ou de distribution de la musique qui reviennent dans les mains de l'artiste, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, mais simplement au départ, en fait, je pense qu'il faut comprendre un peu le système dans lequel on est. Et au départ, moi, mes amis et les artistes que je voyais, en fait, ils étaient indépendants en production, mais ils samplaient en fait des disques. Ils ne composaient pas vraiment. Ils prenaient des choses qui existaient déjà, ils les transformaient, ils les remixaient. Donc en fait, ce qu'ils ont développé, c'est qu'ils ont développé leur propre boîte en master. Mais par contre, en fait, ils ne sont pas souciés de l'édition. Et nous, en fait, on faisait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on composait, on jouait tout. Et on avait aussi nos masters, mais on a signé en fait un deal d'artiste dans une maison de disques. Donc du coup, pendant les 5 premières années, la maison de disques, elle a tout fait en fait pour nous. Donc du coup, au niveau relationnel, au niveau distribution, au niveau médiatique, tout ça, en fait, moi j'étais pris dans ce bateau-là, et donc je comprenais rien, et je suivais le truc. Mais par contre, en fait, on a monté notre boîte d'édition, et ça, en fait, c'est vraiment l'édition, les droits d'auteur, c'est les nerfs de la guerre, quoi. On pourra je sais pas si on peut en parler maintenant, mais si c'est pas hors sujet. J'aimerais bien qu'on en parle, soit avec toi ou avec Claire. Quid des nouveaux droits? Au niveau droit, moi j'ai des souvenirs aller à la SACEM dès le départ, et de développer, d'arriver dans ce bureau-là, et d'arriver avec des partitions, et de donner les partitions et les CD en fait pour remplir ces bulletins de déclaration. Bon, après, je sais pas, j'ai pas envie de parler d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans mon économie, moi, en tant qu'artiste, je sais pas, les droits d'auteur, ça doit représenter, on va dire 70%, 60%, 70%, 80% dans les années où je tourne pas, en fait. Donc du coup, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et comme en fait, je me permets d'être un petit peu, un espèce de doyen ici. Si j'ai un conseil à donner justement aux musiciens qui sont ici, c'est de ne pas signer en édition avec un éditeur trop vite. Parce que, j'entends ce discours très souvent, c'est-à-dire que j'ai des amis en fait qui veulent signer dans une maison de disques, et puis la maison de disques leur dit oui, mais si vous voulez vraiment en fait qu'on travaille, donner une chance à votre album, il faut signer avec nous aussi, avec notre pôle éditorial ou avec un éditeur. Et généralement, en fait, les éditions, comme c'est ce qui rapporte le plus, en fait, sont pris un peu en otage. C'est-à-dire que la maison de disques prend en otage les éditions et dit, si vous ne signez pas en édition avec nous, eh bien, je ne sais pas si on va vraiment travailler de la même manière, etc. Et en fait, effectivement, on tombe un peu dans le piège, et puis on vend ses droits d'auteur, et puis on s'aperçoit, en fait, 2 ans ou 3 ans plus tard, que c'est ce qui rapporte le plus. En fait, c'est comme un peu si la maison de disques en fait, se dédouane du mauvais travail qu'elle pourrait être amenée à faire d'avance pour se rattraper en fait, à long terme sur les droits d'auteur qui en fait, rapportent le plus. Donc du coup, c'est un peu un aveu de faiblesse dès le départ de la maison de disques de dire je vais te signer en édition. Et je pense que le musicien, en fait, il faut qu'il fasse le maximum pour conserver ses droits, parce que c'est son patrimoine. On va dire, c'est son patrimoine le plus pur et le plus vrai, et c'est ce qui les fera vivre pendant des dizaines d'années, quoi, éventuellement, parce que quand on crée comme ça on se rend pas compte de ce qu'on fait, en fait. Je sais pas, il y a des morceaux qui paraissent insignifiants, et puis qui peuvent devenir des tubes, ou qui peuvent générer des synchros énormes, et en fait c'est un morceau parmi plein d'autres qui va cartonner, et on sait jamais lequel, on sait jamais si le succès arrive, en fait, on ne sait jamais de quel côté il va arriver. Donc, en fait, il faut se fixer une règle d'or, c'est de faire attention à ces éditions, et de penser à ses droits d'auteur, et de s'inscrire à la SACEM, et puis d'être soit en sous-édition, ou je sais pas, ou trouver un schéma pour conserver ses droits. Claire, sur le sujet, même constat?
Je ne peux pas dire différemment sur l'importance des droits d'auteur. Ce qui est sûr, c'est que très souvent, les droits d'auteur, quand on débute sa carrière, on les oublie. Tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, les droits d'auteur, au départ, ils sont invisibles, vous n'en touchez pas. C'est quelque chose qui va venir plus tard. C'est quelque chose qui va venir quand vos œuvres, elles seront diffusées. Si elles sont diffusées, si elles trouvent un public. Donc, moi, je sais qu'il y a plein de jeunes artistes qui sont aussi interprètes. Et c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. C'est pas hyper compliqué, mais il faut bien vous dire qu'il y a deux choses. Il y a deux types de droits. Les droits d'auteur qui sont liés à la création. Et les droits d'auteur, c'est la même chose aussi que les droits d'édition. D'accord ? Tout ça, c'est du droit d'auteur. Et vous avez les droits qui sont liés à votre interprétation. Quand vous chantez, quand vous jouez un instrument, ça s'appelle des droits voisins. Il faut connaître cette distinction. Quand on vous paye pour un spectacle, pour un live, on vous paye un cachet, c'est du droit voisin, c'est pas du droit d'auteur. C'est immédiat, c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Le droit d'auteur, il viendra plus tard. Donc, effectivement, l'essentiel, c'est de toujours jongler entre le ici et maintenant. Et en général, c'est les espèces sonnantes et trébuchantes qui arrivent du droit voisin. Et le patrimonial, c'est-à-dire ce que vous allez créer et qui va en fait vous permettre de continuer à vivre pendant les années où vous ne tournerez pas, vous ne serez pas en concert, parce qu'on ne passe pas sa vie sur les scènes de spectacle. Il faut du temps pour créer, pour faire autre chose, etc. Et les droits d'auteur, ils servent à ça, ils servent véritablement à pérenniser votre carrière. Voilà. Et moi, une des interrogations que j'ai sur les modèles économiques actuels, c'est le démarrage, c'est un tremplin. On parlait tout à l'heure du crowdfunding, mais quid de ensuite, comment on pérennise sa carrière, comment une fois qu'on a été soutenu, peut-être une fois, 2 fois, je ne sais pas, 3 fois, qu'est-ce qui vous permet de continuer à vivre de votre travail de créateur et d'artiste? C'est ça qui est compliqué en fait. L'équation hyper complexe, elle est là. Se lancer, commencer, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais pérenniser son travail, je pense que c'est probablement le plus difficile. Tu aurais là-dessus quelques éléments de formule réponse à magique. Bon, écoutez bien, non, et je pense qu'effectivement, l'une des clés, c'est ce que disait Jean-Benoît, c'est d'abord de connaître le secteur dans lequel on travaille. Voilà, ça, se former, s'informer sur ses droits, sur les différents métiers, sur qui fait quoi. Parce que tu parlais du manager qui va t'escroquer, etc. Il faut, pour bien s'entourer, il faut comprendre ce qu'on fait. Voilà, on peut déléguer, heureusement, et moi je pense que les artistes qui peuvent déléguer sont très contents de le faire, en général très contents de pouvoir se faire entourer pour eux faire vraiment purement de la création ou de l'artistique quand ils le peuvent, mais il ne faut pas déléguer aveuglément. Voilà, il faut déléguer en connaissance de cause, en sachant ce que vous gagnez, ce que vous perdez, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est de la transaction économique. Et des transactions économiques, ça se réfléchit, ça se construit. Donc, il faut parfois, tu disais tout à l'heure, ouais, c'est un peu sale, tout ça, c'est le côté argent, mais je comprends très bien. C'est vrai que c'est compliqué de parler de ces aspects financiers, non seulement parce qu'on est en France et puis qu'on n'aime pas trop ça, mais en plus parce que symboliquement, un artiste, c'est une chose. Voilà, il y a la vision symbolique de ce qu'est un artiste. Et puis, il y a la réalité sociale de ce qu'est un artiste. Et entre les deux, je pense qu'il y a la différence est énorme. Et on n'a pas du tout envie peut-être de casser le mythe, quoi, ou de voir cet aspect arrière-cuisine, je dirais, de la création. Enfin, je ne sais pas... Barbara. En général, quand on est en maison de disque, on nous explique rien parce que c'est beaucoup plus simple de faire passer des choses comme ça. Donc il y a quand même ça. Moi, je trouve que après, effectivement, quand on s'y intéresse, surtout on découvre en fait qu'il y a un certain nombre de droits qui sont générés en fait par la production. En fait, on découvre aussi tout un champ de choses qui sont en fait cachées quand on est simplement un artiste et qui génèrent effectivement et du travail et de l'argent. Donc c'est ça qui est intéressant à regarder en fait, et surtout de savoir que tout est négociable en fait dans un contrat, et que donc effectivement, quand on nous met la pression sur les éditions, il faut savoir que, alors aujourd'hui, ils font beaucoup de 360, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre un peu à tous les postes parce que
Parce qu'en fait, on vend moins de disques, mais les droits d'auteur, par contre, c'est là-dessus que effectivement l'artiste se rémunère le mieux. Potentiellement, ils prennent des droits à vie, et ça, il faut le savoir. En fait, c'est pas du tout obligatoire. En fait, on peut complètement limiter la durée des contrats. On peut récupérer ses droits après l'exploitation d'un album. Enfin, en fait, toutes les modalités sont possibles quand on commence à s'intéresser effectivement aux détails de ce qui est généré et tout ça. Et effectivement, enfin, tout à l'heure, on parlait des droits voisins, on parlait des droits d'auteur, mais il y a encore d'autres. En fait, pour les producteurs, il y a encore d'autres droits. Et en fait, tout ça, moi, je l'ai découvert effectivement extrêmement récemment. Parce que, voilà, quand on fait un contrat de licence, je pense que toi, tu étais aussi en licence. Voilà, quand on passe d'un contrat d'artiste à un contrat de licence, on va découvrir encore des choses. Donc, effectivement, ça, il faut absolument s'y intéresser et qu'on ait une âme d'entrepreneur ou pas. De toute façon, je pense qu'on est quand même obligé de savoir en fait qu'est-ce que notre œuvre génère, qu'est-ce qu'elle va générer. Et peu importe qu'elle soit beaucoup ou peu vendue, en fait, c'est aussi simplement protéger ce qu'on est en train de faire. Et comme c'est très lié à notre identité, en fait, je trouve que effectivement, le fait de se dire qu'on fait attention à ça, c'est aussi se protéger soi, en fait, d'une certaine manière. C'est aussi protéger son intégrité par rapport aux gens avec qui on travaille. Et je pense que ça, c'est hyper important. Moi, j'ai laissé passer des trucs par inconscience au tout début. Et je le ferai plus du tout, effectivement, comme ça maintenant, quoi. Mais bon, après, ça, c'est... Et je pense que aujourd'hui, on a les outils effectivement pour comprendre et pour savoir et pour poser les bonnes questions. Je pense plus qu'avant en fait. Même, voilà, à tout niveau, je pense qu'il y a un souci de transparence qui est quand même beaucoup plus grand aujourd'hui, et justement parce qu'on nous demande d'être plus responsables. Donc il faut s'en emparer à tout prix en fait. Je crois que ça c'est hyper important. C'est vrai que je laissais passer plein de choses, mais en fait, j'ai quand même, dans ma vie d'artiste, tout ça, j'ai l'impression que quand même, j'ai limité les dégâts. Mais je me souviens qu'au début de ma carrière, en fait, on était signé chez une certaine maison de disques. Je vais pas donner les noms et tout ça. On avait donc un contrat d'artiste, et puis vraiment le groupe partait vraiment très fort, quoi. Et en fait, dans le contrat, il y avait une clause sur la campagne TV, c'est-à-dire le premier single, il y avait une vidéo, et on pouvait en fait, la maison de disques avait l'option de faire une campagne TV, c'est-à-dire payer de donner de l'argent à des chaînes de télé en fait pour appuyer le clip. Et en fait, dans le contrat d'artiste, il y avait une clause qui disait si à partir d'une certaine somme d'investissement de la maison de disques, pendant 3 mois après, les royalties des artistes seront coupées en 2. Sachant qu'en fait, quand tu sors un disque, généralement, quand ça cartonne au début, en fait, les ventes se font dans les 3 prochains mois, l'essentiel, et après, ça vend beaucoup moins. Donc du coup, les gens de la maison de disques, certaines personnes des maisons de disques ont calculé que si ils faisaient croire ou qu'ils investissaient en fait dans la campagne TV, ils pouvaient en fait nous payer 2 fois moins. Mais en fait, moi, je me disais, c'est irréaliste parce que en fait, notre contrat, il était tellement, on touchait tellement peu déjà à la base, c'est-à-dire que je ne vais pas donner des chiffres, mais on touchait moins de 10%. Donc en fait, j'imaginais en fait un gâteau. En fait, un gâteau, en fait, donc tu es dans un dîner, puis il y a un gâteau, et en fait, il y a 10 parts. Et puis la maison de disque, en fait, dit moi, en fait, j'ai 9 parts. Et j'ai 9 parts, et toi, en fait, tu as une part. Mais c'est toi qui fais la musique, hein, tu fais tout, mais moi, j'ai 9 parts, toi, tu as une part. Et si je travaille et que je promouvois en fait ton disque, tu vois, la part qui reste là, ça me gêne quand même que tu la manges tout seul, quoi. Moi, j'aimerais bien prendre la moitié de la part quand même, parce que quand même, tu vois, on va investir de l'argent sur la campagne TV, tout ça, donc ta part, en fait, on la coupe en 2. Et je trouvais ça tellement, comment dire, horrible, quoi, tellement immonde, tellement radin. Et en fait, il faut pas. Je pense que l'artiste, justement, il a un cœur. Il ne faut pas justement mettre trop d'affection justement dans les contrats ou dans les deals commerciaux, parce que en fait l'artiste là il fait une erreur, parce que dans toute sa carrière il va connaître des gens, des businessmen, des gens de maison de disques, des éditeurs, des tourneurs, et finalement le rapport il reste commercial, il reste financier, et ces gens-là, même s'ils adorent la musique, même s'ils sont gentils, etc., ils rentrent chez eux, ils sont comme tout le monde, quoi, en fait, mais le rapport reste financier, donc en fait il faut enclencher
en soi ce rapport financier et devenir une calculatrice et négocier et ne pas avoir en fait, ne pas se sentir forcément, comme je disais tout à l'heure, sale ou radin, parce qu'en fait tout le monde joue ce jeu et c'est juste voilà, le jeu, c'est un jeu en fait de Monopoly avec des morceaux de musique et il faut toujours être présent. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que ça existe, on peut vraiment se faire arnaquer, quoi. C'est-à-dire même des gens, moi j'ai vu je connaissais des gens en fait que je voyais toutes les semaines, tout ça, qui étaient de confiance et au bout de 2 ans, 3 ans, je me suis aperçu qu'ils m'avaient vraiment arnaqué, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'avaient caché des choses et qu'ils avaient volé de l'argent et que c'était compliqué pour récupérer tout ça. Un peu comme l'histoire de Paul Naref, où son manager est parti avec toute sa fortune. Et il s'est retrouvé, je ne sais plus, 2 millions ou 3 millions à payer au fisc français. Et puis c'est la raison principale pour laquelle il a quitté la France, d'ailleurs. Et ça existe vraiment. Donc en fait, il faut vraiment analyser, comprendre les contrats, les lire. Et puis, voilà, ça fait partie du métier, malheureusement, parce qu'on a envie justement d'utiliser ces richesses pour investir dans sa musique, dans des vidéos et être plus puissant dans la création, dans ce qu'on fait. J'aimerais qu'on termine sur... parce que j'aimerais bien prendre quelques questions dans le public. Sur cette question des droits, quels seraient vos conseils à chacun ? Arthur, peut-être ? Des conseils sur les droits ? Ouais, non. Si tu as un conseil à dispenser, il y a combien de musiciens dans la salle ? Juste par curiosité. Ah ouais, d'accord. Sur ok. Sur les droits, parce que... Non, pas nécessairement. Te prends pas la tête. Non, mais après, moi, là, sur le fait d'être indépendant, ce que je me disais, là, c'est que, effectivement, il vaut mieux être, à mon avis, hyper indépendant et seul que signer un mauvais contrat. Donc, il vaut mieux attendre, même si c'est compliqué, d'être sûr de pouvoir être en position de force pour négocier un contrat, je pense. Après, voilà, c'est comme l'amour, en fait. Hein. C'est comme l'amour, au final. Peut-être. C'est mon interprétation. Enfin voilà, non, moi c'est le seul truc. Après, j'ai pas du tout d'expérience du coup pour l'instant pour juger quoi que ce soit là-dessus, mais voilà. Barbara, tu partages les conseils dispensés par Jean-Benoît à propos des droits. Enfin aussi, ouais, sur le côté l'affect qui peut rentrer en relation avec ça, je pense aussi que ça me paraît une mauvaise chose de faire confiance en quelqu'un qui a un intérêt. Il ne faut pas y faire confiance complètement. Il faut vraiment prendre le temps d'attendre que les gens en face prouvent qu'ils sont très motivés, parce que il ne faut pas avoir peur en se disant je vais laisser passer l'occasion. Enfin, moi, je pense, si les mecs en face sont pas assez motivés pour rester sur le projet, quoi qu'il se passe, c'est qu'ils vont à un moment donné pas être hyper sérieux. Et vaut mieux rester dans ces cas-là tout seul. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut... Après, il faut rester tout seul, mais savoir bien s'entourer, je pense aussi. C'est-à-dire que, effectivement, une maison de disques, c'est quand même... les gens avec qui on fait les contrats, c'est quand même des équipes qui vont travailler, etc. Donc, moi, en tout cas, la difficulté que j'ai eue après le crowdfunding, c'est de me dire comment je travaille, avec qui je travaille... qu'est-ce que voilà, et moi j'ai fait le choix de faire une licence justement parce que j'avais besoin, en fait, j'avais déjà fourni un gros effort toute seule, ça m'avait pris énormément de temps. Moi je suis pas du tout renseignée là-dessus. Alors, en fait, soit on est en contrat d'artiste et à ce moment-là effectivement on signe en tant qu'artiste donc dans une maison de disques, donc ça veut dire qu'ils ont des droits sur nous en tant qu'artistes, soit ils licencient, en fait, c'est-à-dire qu'en fait ils vont pendant une période donnée, ils vont s'occuper simplement du disque. Et donc, ils vont s'occuper de la promotion et du marketing et de la distribution de l'album uniquement, mais sur le disque précisément. D'accord. Et donc, c'est une autre logique de travail, en fait. Ils prennent pas en charge l'artiste et tout ce qu'il fait, mais simplement l'album en question, en fait, qui est déjà, en général, produit par l'artiste. Donc voilà. Donc après il y a des choix effectivement à faire en fonction d'ailleurs de ce qu'on a fait, c'est-à-dire si on a produit ou pas, ou si on est en cours de production mais qu'on a besoin d'un support. Enfin voilà. Et après effectivement, faut jamais brader le travail qu'on a fait. Je pense que c'est voilà, faut, en se disant qu'on va perdre des occasions, ça je suis tout à fait d'accord. Mais après il y a des moments aussi où on a besoin et on peut faire des concessions effectivement en limitant aussi le
le temps d'exploitation des choses, etc. Ça, c'est... Voilà, il y a plein en fait, ça dépend de là où moi je pense qu'il faut réfléchir aussi à où on en est et de la progression dans laquelle on a envie de se lancer. Parce que c'est vrai qu'une maison 10, c'est quand même aussi toujours des équipes de gens, des professionnels qui savent faire un certain nombre de tâches que nous, on n'est pas forcément obligé de savoir faire, ou on n'est pas, ou de trouver les bonnes personnes pour une équipe promo, une équipe qui va s'occuper un peu du web, etc. Si jamais on veut pas le faire tout seul. Enfin, tout ça, c'est quand même, il y a plein de choses en fait à faire autour d'un disque. Et puis d'ailleurs, plus on avance dans la notoriété, et plus il y a de postes à pourvoir en fait autour de tout ça, quoi. Donc forcément, en fonction de là où on en est, bon voilà, les contrats sont très différents aussi. Je voulais dire, par rapport justement à prendre des contrats courts, c'est ce que je voulais finir par dire aussi. Voilà, dans ces cas-là, aujourd'hui, je pense que c'est un avantage aussi, c'est qu'il y a des contrats de licence qui peuvent être très courts. Moi, le premier morceau que j'ai sorti, c'était sur un label indépendant qui s'appelle Opening Light, et le contrat, c'était un contrat de 12 mois sur un seul morceau. Donc, au final, il n'y avait pas un gros risque, et au pire des cas, c'était un morceau perdu pour 12 mois, quoi. Donc ça, je pense que c'est un avantage. C'est un avantage. Peut-être qu'il y a 20 ans, j'en sais rien, mais je pense que c'était plus compliqué de faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que, en fait, ils signaient plus volontiers en artiste il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Même presque, ils s'attendent plus à faire des licences, en fait. Enfin, sauf quand ça marche effectivement très bien. Et là, comme du coup, en contrat d'artiste, en général, on gagne beaucoup moins. Enfin, on a ces fameux 10% cette petite part du gâteau. Bon, voilà, après, mais tout ça, c'est quand même en train de changer effectivement beaucoup avec les nouvelles manières de produire qu'on a, qui sont quand même effectivement plus faciles d'une certaine manière. De produire, de financer. Jean-Benoît. Ouais, enfin je voulais sur le parallèle maison de disque et être indépendant. Enfin effectivement ça dépend des cas de figure, parce que de toute façon même en maison de disque, quand on signe un contrat avec une maison de disque, il faut être indépendant au maximum. Et dans les deux cas de figure, c'est vrai que je suis d'accord avec Arthur. En fait, ce qui va faire la différence, c'est la motivation humaine des gens. C'est simplement en fait leur capacité justement à être professionnels et à bien travailler dans leur secteur. Et c'est vrai que tout seul, on ne peut pas tout faire, parce qu'on ne peut pas être à la fois connaisseur des réseaux sociaux et puis avoir un réseau comme ça mondial pour que les choses arrivent. En fait, c'est impossible. En fait, finalement, quand on est indépendant, ce qu'il faut faire, c'est monter sa maison de disque en kit, quoi. C'est-à-dire, c'est recréer ce que fait une maison de disque qui est une société corporate, mais de chaque poste, en fait, de trouver au moins dans les postes principaux quelqu'un d'indépendant qui va pouvoir travailler son disque. Et moi, quand j'ai sorti des disques, même à l'étranger, indépendamment, en fait, le nerf de la guerre, c'était la promotion. Donc, à trouver une boîte de promo indépendante, locale. Par exemple, aux États-Unis, il y avait une boîte de promo qui s'occupait de mon disque. Et rien je les ai payés simplement. Et ils ont trouvé des interviews, tout ça. Et donc, ça a boosté énormément les ventes, quoi. Et je voulais juste dire aussi, en fait, sur justement la rémunération maintenant, en fait, du disque. C'est vrai qu'en fait, on vend plus de CD, que le vinyle est en progression, mais je crois que j'ai lu que par rapport à il y a 20 ans, c'est seulement 10 ou 15% de la production. Et donc maintenant, ce qu'on vend sur Internet, en fait, c'est des morceaux de musique. Et sur iTunes, sur Spotify, les gens peuvent vraiment faire du streaming, mais aussi acheter des fichiers. Et je crois qu'en fait, quand une plateforme vend des morceaux de musique, je crois que en licence, un artiste touche seulement 7 centimes pour 1 euro. C'est-à-dire que lorsqu'il y a iTunes, quand quelqu'un achète un morceau sur iTunes 1 euro, en fait, en licence, quand il est dans une maison de disques, chez Sony ou Warner ou Universal, il touche 7 centimes, en fait. Donc en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Mais finalement, l'économie, elle est quand même là à la base, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui achètent de la musique en ligne, et il y a une économie quand même là, et il faudrait quand même que l'artiste puisse toucher quand même une part du gâteau convenable. Et 7%, quoi, 7 centimes sur 1 euro, c'est quand même pas génial, quoi. Je crois que c'était une étude du SNEP, il me semble.
Dernière question, et ensuite on va faire tourner le micro dans le public. Quel serait votre pari sur l'avenir du musicien, qu'il soit indé ou pas? Pensez qu'on va vers où? La libération des droits par la blockchain, par exemple. Claire. Alors moi, je pense que la blockchain, c'est comme toutes les technologies, c'est un outil. Donc pour le moment, c'est un outil prometteur, mais dont on n'est pas encore, on ne sait pas tous et tout emparer. Donc je pense que pour le moment, tout le monde travaille dessus. Je sais que nous, à la SACEM, on travaille déjà dessus depuis l'année dernière. On regarde comment ça peut améliorer, par exemple, la reconnaissance des différents morceaux que vous utilisez les uns et les autres sur Internet quand vous allez sur YouTube, etc. Parce que là, Jean-Benoît, tu parlais d'iTunes, du téléchargement qui est quelque chose de relativement simple à traiter, mais je ne sais pas si vous avez vu que iTunes a annoncé qu'ils arrêtaient le téléchargement en 2019. Il n'y aura plus de téléchargement, c'est fini. Ouais. On va passer au tout streaming, c'est-à-dire que ça veut dire que voilà. Et ça veut dire que le streaming, c'est Spotify, Deezer, très bien, avec abonnement, mais c'est aussi énormément YouTube, sans abonnement, d'accord ? C'est gratuit et c'est légal. D'accord ? Mais simplement, ça veut dire que tout l'argent généré vient de la publicité. Vous savez très bien que la publicité sur Internet, ça génère très peu d'argent. D'accord ? Donc ça veut dire que les retours aux artistes sont, pouillemesques, quoi. Enfin, je sais pas, ce mot n'existe pas. Mais très bas, très bas. Nous, à la SACEM, on a des contrats avec bien sûr YouTube, qui sont plutôt des très bons contrats, très bien négociés, mais néanmoins, prendre X% d'un chiffre d'affaires qui est très bas, à la fin, ça fait pas énormément d'argent à distribuer aux artistes. On a distribué 50 millions d'euros l'année dernière de revenus issus de l'Internet. C'est pas rien. C'était 5 millions d'euros il y a une dizaine d'années. Mais par rapport à l'utilisation qui est faite de YouTube par nous toutes et nous tous et nos adolescents, si vous en avez à la maison, vous voyez bien que c'est pas proportionnel. Donc pour moi, le challenge de demain, c'est ça. Et on devrait faire un prochain dialogue là-dessus, ce serait intéressant, c'est comment on arrive à faire payer vraiment les géants de l'Internet. Comment on arrive à faire payer Google, payer Facebook, la réalité de ce qu'ils utilisent en œuvres culturelles. Parce que sans les œuvres culturelles, on utiliserait beaucoup moins YouTube, on n'utiliserait pas tant que ça, parce que les chats qui font du skateboard et tout, c'est rigolo 2 minutes, mais bon... Voilà. Facebook se met à la musique, vous le savez aussi, depuis un petit moment, les playlists, etc. Donc c'est vraiment un produit d'appel, votre travail, finalement. Et les revenus que vous tirez de ce produit d'appel sont disproportionnés, dans le mauvais sens, par rapport à ce qu'ils rapportent à ces plateformes. Et pour moi, l'avenir des artistes, c'est connaissez vos droits et battez-vous pour vos droits. Parce que le droit d'auteur, ça a toujours été un combat, depuis à peu près 200 ans qu'il existe. Et je pense que c'est pas terminé. Arthur, ton pari. Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc qui va rester, c'est les concerts. Donc c'est au moins, à mon avis, dans 20 ans, on continuera à faire des concerts. C'est ça qui est rassurant. Voilà. Après, sur le streaming, j'espère que ça va s'améliorer, parce que c'est vrai que je vois que ça rapporte pas grand-chose. Voilà. Mais de toute manière, oui, pardon. Et les téléchargements, je pense que oui, c'est fini. Les ventes de disques, ça va. À mon avis, c'est le streaming qui va tout dominer. Un futur optimiste. Mais c'est sympa le streaming au final. C'est bien le streaming. Barbara. Mais moi, je me demandais juste, pour précision, il n'y a pas eu déjà la Commission européenne une remise en question du droit d'auteur très... Ouais. Et non, mais du coup, très inquiétante, parce que du coup, je pense que justement, toutes les plateformes Internet sont en train d'essayer d'éradiquer le droit d'auteur par ailleurs, donc ça, il faut le savoir quand même. Et du coup, c'est sûr pour l'instant, on est plutôt mal. En fait, on est plus en danger que... Je sais que la SACEM a déjà œuvré là-dessus, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation un tout petit peu plus forte, je pense, pour qu'on sache ça. C'est-à-dire, en fait, il y a toutes ces boîtes comme Google et tout, en fait, elles veulent plus rémunérer les artistes, en fait, à la base. Et on peut pas faire que de la musique de pub, même si effectivement, de temps en temps, ça rend bien service.
Donc, non, mais c'est vrai. Et du coup, sinon, on va rentrer dans aussi une façon de faire de la musique qui sera vraiment différente. Donc, je ne sais pas quelles sont les armes que la SACEM met en place pour ça, mais... Les armes de la SACEM, c'est vous, c'est les créateurs et les artistes, c'est-à-dire qu'on le fait régulièrement, on vous demande de participer à des prises de parole au niveau européen, etc. Parce qu'il faut savoir que ces plateformes, elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui font du lobbying à Bruxelles auprès des instances européennes pour effectivement, on va dire, éradiquer ou limiter le droit d'auteur parce qu'elles estiment que moins elles ont à payer et mieux elles se portent. C'est la réalité. J'invente rien. Vous savez bien que c'est souvent des champions de l'optimisation fiscale. Cette optimisation, ils la font un peu partout. Et c'est moins pire que ça n'a été. On a réussi quand même grâce aux artistes et grâce au fait qu'ils sont aware, justement, et qu'ils prennent en main ces questions-là. C'est pas très sexy, je sais bien, mais c'est essentiel. Parce que si les artistes se battent pas, s'il n'y avait pas eu Victor Hugo à la fin du 19e siècle, par exemple, il n'y aurait pas eu de reconnaissance internationale du droit d'auteur, par exemple. Ce genre de choses. Je pense que il faut savoir parfois prendre exemple sur nos grands anciens, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que des artistes qui se mobilisent parce que justement, les plateformes les écoutent. Vraiment, forcément. Parce que vous avez une puissance médiatique, une image, une notoriété qui fait que ça fait reculer. Si vous ne vous mobilisez pas pour vos droits, la SACEM le fait, bien entendu, mais sans vous, on n'y arrive pas aussi bien qu'avec vous. Voilà. C'est unique qu'on peut y arriver. En fait, le monde de la musique, c'est... l'économie de la musique, c'est un peu la réflexion de l'économie mondiale, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, c'est que... ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que auparavant, dans l'industrie de la musique, les maisons de disques avaient énormément d'argent, puisque les disques, ça cartonnait, en fait, avec un seul morceau ou un seul album. On pouvait, quand Madonna sortait un album, elle en vendait 32 millions. Et donc, ça représentait des sommes colossales. Et les maisons de disques, ce qu'elles ont fait, en fait, c'est que quand Internet est arrivé, elles l'ont contesté, elles se sont pas unies, elles l'ont dénigré, et puis, en fait, elles en ont subi des conséquences. Donc, elles ont fondu. C'est-à-dire que, au niveau poids financier d'une maison de disques, maintenant, je pense que j'estime que Warner ou Sony ou Universal, ça pèse entre 500 millions et 2 milliards de dollars. Mais par exemple, iTunes, en fait, c'est plutôt 500 ou 700 milliards de dollars. Donc, en fait, dans ce monde d'éléphants, de corporations, en fait, les maisons de disques n'ont plus de pouvoir. Donc, elles se sont fait complètement écraser, en fait, par les géants du net. Et c'est pour ça qu'en fait, elles ont bradé les artistes, quoi, et elles ont évoqué en fait le fait qu'elles allaient disparaître pour en profiter pour justement ne pas adapter à la nouvelle économie les contrats d'artistes. Donc, elles ont appliqué les mêmes abattements et c'est comme ça qu'on est arrivé au fait que les artistes en droit master, en fait, en royalties, arrivent à des niveaux très très bas. Et ouais. Il y a là-dessus, il y a un monsieur qui aimerait réagir. Bonjour. En fait, je me permets d'intervenir parce que je suis éditeur et manager d'artistes. Oui. Et j'ai jamais escroqué personne. Et en fait, je pense que ce que vous dites, il y a plein de choses intéressantes, mais là, il y a une seule voix. Et en fait, votre réflexion, et ta réflexion est particulièrement intéressante, justement quand tu fais le comparaison entre iTunes et les maisons de disques. Mais il faut savoir que les maisons de disques, et je ne vais pas défendre toutes les maisons de disques, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des industries bien, pas bien. Les maisons de disques, contrairement à Deezer, contrairement à Spotify, contrairement à YouTube, contrairement à tous les gens du nouvel secteur digital, leur métier, c'est d'investir sur des artistes, de découvrir des talents. Or, à ce que je sache, YouTube, Deezer, Spotify, tous ces gens-là n'investissent pas. Et qu'il y a quand même, moi, ça fait 10 ans que j'entends parler de la crise des maisons de disques, qui est une crise réelle, où les artistes sont affectés, où il y a eu des plans sociaux qui ne sont jamais passés dans l'industrie de l'entertainment, mais il y a quand même cette question, c'est qu'aujourd'hui, tous les artistes que je connaisse, pour avoir des carrières à des niveaux nationaux dans un premier temps ou international, sont obligés de passer par des maisons de disques. C'est-à-dire que Jul, il est en indépendant, mais il y a Believe. Fauve, on fait une carrière magistrale. Comment ? Pour le marketing aussi.
pour le marketing. Après, je pense que Joule, c'est un cadre qui est économiquement tellement à part, et pour même trop honnête, je trouve que parler de Joule dans une réunion qui concerne l'artistique, je trouve ça assez antinomique, mais non, mais vraiment, c'est une réalité si on parle de carrière, c'est que je trouve que la vision que vous avez présentée va dans un sens, et c'est beaucoup plus compliqué. C'est que je pense que si R a eu la carrière de malade mental que vous avez eu de dingue, c'est aussi qu'à une époque, il y a eu quelque chose qui s'est appelé Source, qui s'est appelé Virgin. C'est que tous les trois, vous avez travaillé en maison de disque, en major ou en indépendant. Et je suis désolé, je me fais l'avocat du diable, mais ça me fait un peu mal d'entendre une vision où il y a des éditeurs, il y a des managers, il y a des maisons de disques qui sont des escrocs. C'est vrai, c'est un fait. Mais il y a aussi plein d'artistes qui sont en procès avec leur maison de disques, qui sont en procès avec leur éditeur et qui sont en procès avec leur manager. Le principe de major, à la base, en fait, est génial parce que en fait, il y a des artistes qui vendent beaucoup et des artistes qui vendent moins. Et en fait, la maison de disques prend justement les richesses créées par les artistes qui vendent le plus pour promouvoir et développer des artistes en fait, qui sont en développement, etc. Donc en fait, il n'y a qu'un souci là-dessus. Mais voilà, enfin, on ne faisait pas du tout le procès des maisons de disques. C'est pas le procès, mais je me permets d'intervenir parce que j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes artistes. Et je me dis, je suis un jeune artiste, je ressors. Bon, j'ai pas tout compris parce que les éditions, c'est très, très, très compliqué. Mais après, il faut savoir aussi économiquement qu'un éditeur, une maison de disques, un manager à un autre niveau, le risque, le retour sur investissement d'un pur point de vue économique est très, très, très compliqué. Tu viens de le dire, c'est que sur 10 disques qui sortent aujourd'hui, il y a 7 disques qui ne sont pas du tout rentables, il y a un disque qui est un carton et il y a 2 disques qui sont une économie. Donc c'est très très complexe et c'est juste pour pas décourager tous les jeunes artistes. Il y a plein de gens qui sont honnêtes, voilà. Mais on n'a pas que dit du négatif, on a dit aussi que ça servait à plein de. En tout cas, moi je pense qu'on l'a quand même dit. Peut-être que tu as entendu aussi la partie. Non, mais si, on a quand même dit que justement il y avait des choses qu'on ne savait pas faire et que les maisons de disques savaient très bien faire. Et que, bah oui, mais si, et savoir s'entourer. Et savoir s'entourer, c'était aussi s'entourer et travailler avec eux et tout ça, on l'a dit. Je pense qu'on l'a quand même. Une autre intervention, c'était pas que question. Ouais. C'est un peu la prolongement de cet échange-là, mais du coup, je me demandais si cette posture d'artiste entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose de contrainte subie ou est-ce que c'est une libération? Est-ce qu'effectivement, on a d'un côté des gens qui prennent plus de risques et qui n'investissent plus et qui attendent que vous ayez fait 1 million de vues avant de mettre un copec sur vous? Ou au contraire, est-ce que c'est génial, c'est une libération, vous faites fi d'un certain nombre d'intermédiaires qui étaient là en trop et c'est une liberté absolue? Je ne sais pas trop encore si c'est l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre, mais... Pour mon cas, en fait, j'ai jamais été contrainte en maison de disque, en tout cas artistiquement. Donc, il y a pas une. En tout cas, enfin, il y a eu des choses. Voilà, de temps en temps, on nous demande de faire certaines choses, etc. Mais en tout cas, moi, tous les disques que j'ai faits, je les ai faits vraiment comme je voulais les faire. Et j'ai jamais eu une sorte de, des directeurs artistiques qui m'emmenaient dans des endroits où je voulais pas aller, ce qui peut arriver, hein, mais voilà. Donc en fait, ça a pas changé à ce niveau-là. En tout cas pour moi, le fait de passer en indépendance. Et pour l'histoire de subir, moi, d'une certaine manière, je me serais bien passée de m'occuper de tout toute seule, mais par contre, je regrette pas de l'avoir fait. Je regrette pas de l'avoir fait parce qu'effectivement, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses que je comprenais pas ou qui m'étaient passées un peu, de côté. Oui, je l'ai subi d'une certaine manière parce que ma maison de disque a fermé. En fait, je me suis retrouvée sans contrat. Avec des maquettes que j'avais fait, avec tout d'un coup de retrouver une maison de disque au stade où j'en étais, ça a été compliqué et je me suis dit que j'allais pas attendre des années que ça se déclenche et je trouvais ça difficile aussi d'aller en plus d'aller chercher les gens, etc. Je trouve que ça peut être un travail très fastidieux aussi voilà. Et puis surtout, tout le monde me disait, en tout cas moi, tout le monde me disait, fais ce pas-là, franchis ce pas-là, c'est hyper important que tu le fasses maintenant. Je pense que c'était un très bon conseil. Je pense que on est à une époque où effectivement, c'est intéressant de commencer comme ça.
Mais du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que quelqu'un qui se lance aujourd'hui, enfin quelqu'un de plus jeune, est-ce que c'est un choix qu'il a en plus de se dire bah tiens, je peux me lancer en indépendant, enfin en autoproduit ou pas, ou est-ce que non, en fait, il a même plus le choix, il doit de toute façon s'autoproduire parce que les portes normales. Tout est encore possible. Je pense que tout est encore possible. Je pense qu'il y a encore des gens qui envoient des maquettes en maison de disques ou qui font des concerts et qui sont repérés. Ça existe encore, justement. D'accord, c'est plus une opportunité supplémentaire. Oui, voilà, ouais. Enfin, en tout cas, mais même à n'importe quel stade, c'est ça qui est aussi pas mal, quoi. En fait, cette liberté, j'ai remarqué qu'elle revenait souvent, cette question, justement, parce que parfois, j'ai l'impression que les gens pensent que l'artiste n'est pas libre dans une maison de disques ou ailleurs. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens pensent que quand l'artiste est en studio, qu'il y a quelqu'un de la maison de disques qui vient et qui dit oui, c'est pas mal, mais il faudrait que tu changes le rythme là parce que c'est pas assez commercial ou quoi que ce soit. Ou alors la voix, non, mais la voix, il faut changer parce que tu devrais mettre un solo de saxo à la fin, tout ça. Et en fait, non, je crois que ça n'arrive jamais, quoi. Enfin, à n'importe quel niveau, je crois que ça n'arrive jamais. L'artiste est quand même complètement libre et complètement libéré sur sa musique et voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, artistiquement, en tous les cas, la liberté, elle est totale. Ça dépend si tu interprètes seulement, enfin, si tu fais ta musique ou pas, en fait. C'est aussi ça, je pense. Plus tu conçois les choses et plus tu es libre, je pense. Ouais. Moi, ça dépend des artistes, effectivement. Mais, on peut te donner des directions, enfin, je pense que ça arrive quand même. Ou des conseils. Des conseils, ouais, voilà, c'est ça. Que tu peux écouter ou pas. Une dernière question, sinon on va aller boire un coup. On a beaucoup utilisé le terme aware ce soir, et au-delà de la petite blague, ça pose une vraie question. C'est comment vous êtes devenus des musiciens aguerris de ce monde-là. Est-ce que vous avez uniquement appris de vos dépens, ou est-ce que vous avez utilisé des ressources particulières? Est-ce que vous êtes dirigé vers des bouquins, par exemple, ou des documents? Comment vous avez appris et compris ce monde-là? Je pense que tu apprends sur le tas, en vivant la chose, et forcément, au départ d'une carrière qui se monte. Enfin, au départ, c'est pas prévu d'ailleurs la carrière, parce que je pense que tous les musiciens se demandent s'ils vont rester dans ce monde longtemps ou pas, parce que ça va dépendre de leur succès et de leur aventure de vie. Et on apprend sur le tas, quoi. Et je pense que, dans mon cas, moi, j'ai effectivement, comme on le disait tout à l'heure, j'étais signé en artiste chez Virgin, donc du coup, j'avais plein de choses. Je n'étais pas du tout au courant. Les gens travaillaient pour mon disque, tout ça. Donc moi, je réalisais pas ce qui se passait. Et c'est au fur et à mesure, c'est en 10 ans que vraiment ça s'est monté. Et en plus, je pense que le système de la musique, l'économie de la musique est en perpétuelle évolution. Donc, il n'y a pas de loi. Et puis, chaque artiste a son catalogue particulier. Il a son public qui est particulier, qui réagit différemment en fonction de sa musique et qui réagit à certains médias ou pas. Donc, tout est spécifique. Je pense qu'il faut juste, quelque part aussi, un peu peut-être comprendre à qui on s'adresse, à quel genre de public on vend ou qu'on propose de la musique. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, bonsoir. En fait, j'ai du mal à comprendre. Oui, je sais pas. Attendez, je réfléchis. Non, j'ai du mal à comprendre, avec la nouvelle économie numérique, comment les YouTube, par exemple, vont pouvoir se passer d'artistes. Parce que, d'après ce que vous dites, les artistes sont saignés. Mais si on saigne son fournisseur, on n'a plus rien à mettre en rayon. Donc on ne gagne plus d'argent. Donc YouTube, a priori, n'a pas intérêt à saigner les artistes non plus. Donc où va se faire la limite de cette négociation? Et vers quel type d'économie ensuite on va évoluer par rapport à cette problématique-là? C'est une très bonne question. Vous avez jamais entendu dire ah mais attends, c'est super ce que tu fais, mais du coup je vais le diffuser, alors ça te fait ta promotion, donc c'est bien quoi, je vais pas non plus te payer pour ça. Voilà. Vous avez jamais entendu ça?
Oui, mais là, l'artiste, il meurt. Il ne fait pas de deuxième, oui, je sais bien, mais ça, morceau et YouTube n'a plus rien à mettre. C'était la problématique il y a très longtemps de VHS et Betamax. Si on n'a rien à mettre dans les conduits, le conduit ne sert plus à rien. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc, si YouTube n'a plus d'artistes à diffuser parce qu'il les a tués ou les rémunère pas, donc ils sont obligés de faire autre chose et donc ils ne peuvent pas créer, ils n'auront plus rien à mettre dans leur conduit et donc ils ne pourront plus vendre d'espace publicitaire. Donc, ça m'étonne qu'il n'y ait pas Mais c'est pour ça que YouTube communique beaucoup sur le fait que il finance les artistes. Et c'est vrai qu'encore une fois, YouTube a par exemple un contrat avec la SACEM en bonne et due forme, etc. Mais ça ne les empêche pas d'optimiser, on va dire, au maximum leurs dépenses. C'est aussi une manière de faire du business qui est comme elle est. Et puis surtout, c'est des... Comment dire ? Alors là, on ne va pas faire la discussion sur le capitalisme, mais il faut, pour penser comme vous pensez, il faut penser un peu moyen-long terme. Je pense que, par exemple, les gens, YouTube, on parle de YouTube, mais la maison mère de YouTube, c'est Google. Vous savez aussi bien que moi que Google, maintenant, de quoi il parle ? Il parle d'immortalité, de voitures qui se conduisent toutes seules, d'aller sur la Lune ou sur Mars ou je ne sais pas quoi, en voyage privé. Enfin, vous voyez, on est aussi face à des gens qui sont déjà ailleurs et à d'autres niveaux. C'est pas pour ça qu'ils vont plus avoir besoin de contenu. Surtout que les contrats de départ qu'ils ont fait avec les maisons de disques, c'est ce que disait Jean-Benoît tout à l'heure, les contrats de départ qu'ils ont fait avec les maisons de disques, c'était de la promo et donc rien n'a été, tous les premiers contrats qui ont été signés en fait de diffusion faisaient en sorte qu'ils payaient rien. Donc en fait le problème c'est qu'on part de ces contrats-là et qu'il faut renégocier ces contrats-là, ce qui est extrêmement difficile. Du coup la base de négociation c'est la plus petite possible. Donc en fait, le problème, il est surtout que voilà, pour revenir en arrière, c'est très compliqué. C'est que les maisons de disques ont abandonné les droits de diffusion sur Internet au départ. Donc en fait, on est dans la merde à cause de ça. C'est tout. Mais en même temps, au niveau artistique, si une vidéo de l'artiste est vue beaucoup de fois, en fait, il va pouvoir rebondir sur autre chose. Donc il va pouvoir faire des concerts, par exemple, ou il va pouvoir, c'est quand même des millions de vues, quoi. Ouais. Pour en arriver là, quoi. Oui, mais en fait, après, moi, mon concept, c'est que ce qui se passe sur Internet, en fait, finalement, c'est comme une espèce de merchandising. C'est-à-dire, mais je le prends comme ça parce que sinon, sinon c'est je vais être assez pessimiste, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire qu'effectivement aussi, on peut rebondir là-dessus. Et puis, je sais pas, si on fait une super vidéo qui est vue plein de fois, il y a plein d'artistes en fait qui naissent de YouTube et qui après commencent une carrière en passant à la télévision après, et puis en faisant des concerts, tout ça. Donc voilà, il faut savoir rebondir aussi sur autre chose. Mais en même temps aussi, je pense que, je sais pas, je connais pas les chiffres, tout ça, mais je pense que si j'étais la plateforme YouTube, je pense que le financier de la plateforme YouTube, il se dit oui, si je dois donner des droits d'auteur à toutes les vidéos YouTube qu'il y a, c'est en fait sur le réseau, mais ça va faire des milliards de dollars et ça va être un enfer administratif. Donc je pense que aussi leur façon de raisonner, c'est ça aussi, c'est que c'est très compliqué. Mais bon. C'est beaucoup plus compliqué que de donner l'argent sur YouTube. C'est pas plus compliqué pour le paiement des droits, il existe, mais je pense que... Alors, je vais faire mon ancienne, mais quand les radios libres sont mises à exister au début des années 80, au tout début des années 80, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, elles ont, pendant un petit moment, elles ont été pirates, on les appelait les radios pirates. Elles ne payaient pas de droits, elles ne payaient pas les artistes, elles diffusaient la musique comme ça, hop, sans rien payer à personne. Et puis ça a duré quelques années, et puis petit à petit, elles se sont, elles sont devenues responsables. Elles ont eu des annonceurs qui sont venus, elles ont commencé à gagner de l'argent, etc. Puis à partir de là, elles ont commencé à avoir des contrats avec les maisons de disques, d'une part, avec la SACEM, d'autre part, pour les droits d'auteur. Et puis maintenant, les contrats radio, c'est des contrats qui sont importants, qui rapportent de l'argent, qui sont corrects, etc. Mais ça a pris quelques années à se mettre en place. Et c'est, entre guillemets, pas anormal quand il y a un nouveau moyen de diffusion. Et même pendant un moment, les radios, quand elles ont commencé à exister dans les années 20 et 30,
leur discours, c'était un peu ce que tu disais, Jean-Benoît, c'est-à-dire moi je vous diffuse, donc je ne vais pas vous payer en plus, quoi. Je vous fais votre pub, grâce à moi vous êtes connus, donc je ne vais pas en plus vous donner de l'argent. Donc ce cheminement, le cheminement qui est toujours le cheminement basique, qui est une œuvre, il y a des droits attachés qui doivent revenir aux gens qui ont créé cette œuvre. C'est aussi de la pédagogie. C'est-à-dire que tous ces nouveaux entrants qui sont plus si nouveaux maintenant de l'Internet, il a fallu aller les voir, il a fallu aller discuter avec eux, il a fallu leur expliquer que non, on ne pouvait pas utiliser de la musique comme ça sans payer rien à personne, effectivement, il fallait rémunérer les créateurs, qu'il fallait rémunérer les producteurs, les artistes, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais en même temps... ça a toujours été le cas. Enfin, c'est pour ça que moi, je ne suis pas désespérée. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, tout ça, c'est un combat. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que, de toute façon, comme vous le disiez très bien, elles ont besoin d'œuvres. Sans les œuvres, elles n'existent plus. Enfin, si on a l'Internet que pour envoyer des emails à sa grand-tante et des gifs à ses potes, je pense qu'on y passera tous beaucoup moins de temps. Et il y a une chose que je trouve extrêmement positive et qui me rend optimiste, c'est que les grandes plateformes comme Netflix maintenant ou Amazon, elles investissent des milliards dans des œuvres audiovisuelles. Vous auriez pensé, il y a encore 4-5 ans, que Netflix allait faire des films, des séries absolument géniales, des choses magnifiques, décalées, incroyables. Moi, pas un instant. Elles investissent maintenant dans les œuvres audiovisuelles. Donc, je pense que la reconnaissance que sans œuvre, les tuyaux n'ont aucun intérêt, elle est là, elle est sous-jacente, mais elle est en train de reprendre le dessus. Tout ça, c'est une histoire de balancier. Pendant des années, tout le monde était là, waouh, la technologie, c'est trop bien, grâce à cette technologie, on va tous être libres, heureux, etc. Donc, il ne faut surtout pas trop leur mettre de droits d'auteur, de trucs comme ça va les brider. Il ne faut pas les brider. Et puis maintenant, je pense qu'on a tous pris conscience que c'est pas des anges, quoi. Ils sont pas là pour faire le bien de l'humanité. C'est des partenaires économiques et il faut les traiter comme tels. Voilà. On va rester sur cette note. Moi, je garde la note positive. Exactement. Netflix qui investit. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire ? Sinon, je vous invite à aller boire et échanger. Mais d'abord, merci à tous les quatre pour cette discussion très riche.